Bonjour à tous, Cyril Kemner. Je suis anesthésiste réanimateur au sein du département d'anesthésie de réanimation de la Pitié-Salpêtrière et je travaille tout particulièrement dans la réanimation Gaston Cordier du professeur Constantin. Dans le cadre de la formation accélérée aux soins et techniques de réanimation, je vais vous présenter quatre topos différents. Le premier qui va concerner les bases de l'oxygénation et de la ventilation, un second sur la ventilation non invasive, un sur l'intubation orotrachéale et enfin le dernier sur l'oxygénothérapie nasale à haut débit. Nous allons parler donc dans un premier temps de physiologie de la respiration. On va découper en trois parties le système respiratoire. La première partie, ça va être les voies aériennes de conduction qui participent pas aux échanges, mais par contre qui permettent de conduire l'air extérieur dans les poumons. Elles vont être composées en gros du nasopharynx, du larynx, de la trachée et des bronches. Ça va permettre d'amener l'air et notamment l'oxygène au niveau des poumons qui ont une fonction d'échange et qui vont permettre, avec la diffusion de l'oxygène au travers des alvéoles, l'oxygénation du sang et du coup des cellules. Et puis la troisième partie, ça va être tout ce qui est muscles qui permettent la respiration et notamment le diaphragme qui a une fonction de pompe qui va permettre les échanges et va permettre par mouvement d'ampliation thoracique et avec l'inspiration puis l'expiration de participer aux échanges, oxygène, l'oxygénation du sang, mais aussi l'élimination du CO2 par la fonction ventilatoire. On a vu les trois parties de la respiration au niveau physiologique, voie aérienne, poumon et diaphragme et musculature, on va dire. Maintenant, si on s'intéresse à la physiopathologie, à ce qui se passe en cas d'insuffisance respiratoire aiguë, on va distinguer deux types d'atteintes principales, soit une atteinte au niveau de l'échangeur gazeux, une atteinte du poumon, notamment au niveau des alvéoles. Ça va avoir comme principal effet une hypoxémie isolée. Et pour remédier contre ça, on va avoir comme action d'apporter de l'oxygène et donc au moyen d'une oxygénothérapie, un apport d'oxygène avec un objectif d'améliorer la saturation en oxygène et la pression artérielle en oxygène. Le deuxième type d'atteinte, de grandes atteintes schématiques qu'on peut avoir, c'est l'insuffisance de la pompe ventilatoire. Et là, c'est les atteintes des muscles respiratoires et du diaphragme. On va avoir à la fois un effet sur l'oxygénation, mais aussi sur les échanges au niveau du dioxyde de carbone, CO2 et donc une hypercapnie. Les actions qu'on va devoir avoir dans ce cas-là, c'est de la ventilation, c'est d'arriver à apporter à la fois de l'oxygène, mais aussi de rejeter le dioxyde de carbone. Nos objectifs, c'est de diminuer la pression artérielle en CO2, augmenter le pH et bien sûr oxygéner le patient et ses cellules. Attention, il y a souvent un continuum de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir initialement une atteinte du poumon, une hypoxémie isolée, et puis les muscles vont commencer à s'épuiser, et on va avoir une atteinte, une insuffisance de la pompe ventilatoire, et donc une atteinte ventilatoire. Et donc on peut avoir cette troisième situation qui est une insuffisance des deux, l'échangeur gazeux et la pompe, et à ce moment-là, il faudra oxygéner et ventiler le patient. Intéressons-nous tout d'abord à l'oxygénation. L'oxygénation avec nos machines de ventilation, elle va être déterminée par la FiO2, la fraction inspirée en oxygène, et la PEP dès lors qu'on est en ventilation non invasive ou en ventilation invasive, et elle va être déterminée par un débit en litres minutes d'oxygène quand on est en oxygénothérapie pure, que ce soit lunettes, masque ou oxygénothérapie haut débit. Elle est mesurée au quotidien sur nos gaz du sang par la saturation artérielle en O2 et par la pression artérielle en O2. Et on va pouvoir la surveiller minute par minute par la saturation transcutanée en O2 appelée SpO2.
Les interfaces disponibles pour apporter purement de l'oxygène à nos patients sont les suivantes. Les lunettes nasales qui va apporter de l'oxygène sec, de l'air sec à partir d'un débitmètre et d'une prise murale en général. On va pouvoir apporter de 0,5 à 6 litres minute par ces lunettes. À partir de 6 litres et jusqu'à 10 litres, il faudra utiliser plutôt un masque facial simple, dit aussi masque moyenne concentration. Au-delà, on peut utiliser un masque facial haute concentration entre 10 et 15 litres minute. On ne passera pas en dessous pour éviter que le patient réinhale son dioxyde de carbone qu'il va mettre dans le masque nasal si l'air n'est pas assez renouvelé avec un débit suffisant. Enfin, on va avoir l'oxygénothérapie nasale haut débit qu'on appelle aussi Optiflow, de la marque de l'Optiflow. Et là, on va pouvoir apporter des débits énormes d'oxygène de 30 à 60 litres minute, avec une fraction inspirée en oxygène qu'on va pouvoir régler de 21 à 100%, et de l'air qui sera humidifié et chaud pour le confort du patient, mais ça, on le reverra plus tard. Les interfaces, elles nécessitent de l'oxygène à la bouteille pour les lunettes ou pour les masques, ou alors elles nécessitent de l'oxygène mural avec un débitmètre. L'oxygénothérapie haut débit, elle nécessite un matériel qui est un petit peu différent et qu'on détaillera dans le topo consacré à cette technique. On a vu aussi qu'il y avait une partie ventilation. La ventilation, les échanges au niveau dioxyde de carbone, ils sont déterminés par la ventilation alvéolaire. C'est le produit de la fréquence respiratoire et du volume courant. Ça va être mesuré sur les gaz du sang par la pression artérielle en dioxyde de carbone, la PaCO2. Et ça va être surveillé minute par minute au lit du malade par l'ETCO2. On sait par contre qu'il peut y avoir un gradient qui sera différent en fonction de notre patient entre l'ETCO2 mesuré au lit du malade et la PaCO2 mesurée sur le gaz du sang. Pour la ventilation, plusieurs outils disponibles. La ventilation non invasive. On verra ce qu'on règle sur cette ventilation non invasive, mais notamment l'aide et l'oxygénation avec la FiO2. Et puis, il y a l'intubation orotrachéale qui va nous permettre d'apporter une ventilation de manière invasive. Pour ces deux techniques, on a besoin d'un respirateur spécifique. Essayons maintenant d'établir un algorithme de prise en charge simplifié au lit du malade concernant les techniques d'oxygénation et de ventilation. La première question à se poser, c'est si le patient est en situation critique. Si oui, dans ce cas-là, il faut lui mettre rapidement un masque à réserve ou masque haute concentration à 15 litres minute, appeler le médecin et commencer à préparer, si besoin, de la ventilation mécanique invasive, respirateur et tout le matériel. On verra dans un second temps. Sinon, il faut se poser la question si le patient est susceptible d'avoir une BPCO. Si oui, on aura comme objectif une saturation entre 88 et 92% et on surveillera la capnie du malade et la clinique. Sinon, on débute l'oxygénat avec des objectifs plus hauts, 92 à 98%. Et pour les deux cas, même si on a des objectifs de SPO2 différents, on pourra utiliser soit des lunettes à oxygène, soit le masque moyenne concentration en fonction de la saturation de départ du patient et de nos objectifs. Si l'objectif n'est pas atteint chez un patient qui est déjà mis sous oxygénothérapie aux lunettes ou au masque moyenne concentration, on va chercher à voir s'il y a des signes d'épuisement ou d'hypercapnie. Si les signes d'épuisement, ça va être une polypnée, un balancement thoraco-abdominal, un tirage intercostal, des signes de lutte respiratoire. Et les signes d'hypercapnie, ça va être de la sueur et une hypertension non contrôlable. Si ces signes sont présents, il va falloir envisager la ventilation mécanique dans tous les cas. On ne peut pas laisser le patient s'épuiser.
on va redistinguer juste deux cas de figure. Soit le patient, c'est un OAP ou une décompensation de BPCO et il peut récupérer rapidement avec l'aide de la ventilation non invasive, auquel cas on va commencer à initier ce type de technique. Si on n'a pas d'argument pour une de ces deux étiologies, ça va être une intubation orotrachéale pour ventilation mécanique à l'aide d'un respirateur. Si par contre on a l'hypoxémie pure, on n'arrive pas à atteindre nos oxygènes avec les premiers moyens mis en œuvre, mais nous n'avons pas de signe d'épuisement ou d'hypercapnie, on a une atteinte de l'oxygénation pure mais pas de la ventilation du malade, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser d'autres dispositifs d'oxygénation à type de l'oxygénothérapie nasale haut débit. Ces trois derniers éléments, la ventilation non invasive, l'intubation orotrachéale et l'oxygénothérapie nasale haut débit, vont faire l'objet d'un topo particulier pour chacune des trois méthodes que vous pourrez voir dans les prochains topos. Merci de votre attention.